Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons poursuivre le cours sur la spectroscopie infrarouge, la partie maintenant rotation. Donc, le spectre de rotation, on peut le voir pour les phases gazeuses, c'est-à-dire on peut voir aussi les vibrations que les rotations. Alors, pour les autres phases, par exemple, condensées, liquide ou solide, c'est-à-dire on ne peut voir que les vibrations. Donc, voilà. C'est-à-dire, vous savez que les transitions vibrationnelles ne peuvent se passer que entre, ça veut dire, un niveau V et V plus 1, c'est-à-dire delta V doit être égal à 1. On ne peut pas passer vers d'autres niveaux. Ça veut dire la règle section est comme ça. Alors, d'accord? Donc, si vous mettez, ça veut dire si les niveaux d'énergie sont normalement E est égal à H nu, V plus 1 demi, facteur de V plus 1 demi. Alors, si on l'applique ici, on donne, ça veut dire on trouve que c'est H nu 0, V plus 1 demi. Et le niveau V, c'est-à-dire H nu 0, V plus 1 demi. L'abstraction donne H nu 0, c'est-à-dire l'excitation, pour passer d'un niveau à un autre, il faut H nu 0. Donc là, c'est le calcul de la vibration pour la molécule HBr. Donc, on peut, donc ça c'est la suite du calcul. On peut aussi calculer pour les autres liaisons atomiques, CC, CO, etc. Simple de liaison, mais seulement ce qui va changer pour simple double liaison, c'est la constante de Rieder, la constante de force qui va changer, qui va augmenter pour double liaison. Alors, spectroscopie vibrationnelle rotationnelle, donc transition entre niveau vibration rotationnelle, simultanément, les deux valeurs V et G changent. On doit avoir trois branches. Donc, la branche P, ça veut dire que delta V toujours, trois branches, delta V égale à plus 1. Delta J est égal à moins 1 pour la branche P, 0 pour la branche Q, c'est une branche interdite, on ne voit pas normalement de ré. La branche R, c'est delta J est égal à plus 1. Donc, sur ce schéma-là, on voit très bien le niveau V0, là, V est égal à 1. Donc, en transition vers le même niveau, c'est-à-dire delta J égale à 0, ça veut dire branche Q, c'est interdite. Alors maintenant, J est égal à 0 à J est égal à 1, ça veut dire 1 moins 0, c'est 1, ça veut dire c'est la branche R. Delta J est égal à plus 1. Le contraire, si on est sur J est égal à 1 et on passe vers J est égal à 0, 0 moins 1, c'est moins 1, ça veut dire que delta J est égal à moins 1, c'est la branche P. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons calculer le spectre. Donc règle de scission delta H nu, vous savez, entre les états vibrationnels delta H est égal à H nu. Le moment dipolaire doit être variable au cours du mouvement, condition nécessaire. Delta V est égal à plus ou moins 1 et delta J est égal à plus ou moins 1, qui doit être satisfaite. Alors, l'énergie totale d'une molécule, c'est énergie électronique plus énergie vibrationnelle pour énergie plus énergie rotationnelle. Alors, concernant la spectroscopie infrarouge, ce qui nous concerne, c'est seulement la vibration et la rotation. Dans cette partie du cours, on va voir la rotation. Alors, normalement, différence d'énergie électronique très importante dans la différence d'énergie vibrationnelle, très importante dans la différence d'énergie rotationnelle. Alors, l'énergie vibrationnelle rotationnelle, c'est ce qui est comme ça. La partie vibrationnelle chez H nu, ça veut dire H c'est nu 0 bar. C nu 0 bar, c'est nu. Donc H c'est nu 0 bar, facteur de V plus 1 demi, ça c'est l'état vibrationnel. L'état rotationnel, donc l'énergie rotationnelle, c'est Hc fois B, constante de rotation. Fois J plus 1, c'est-à-dire juste une constante naturelle, c'est une valeur naturelle. Donc B, la valeur de B est égale, la constante est égale à H sur I carré, et le moment d'inertie fois C, est égal à μ fois R au carré. D'accord? Donc, en utilisant cette expression, on peut calculer le spectre de rotation. Voilà.
On a une transition entre l'état vibrationnel V égale à 0 vers V est égal à 1, les deux, ça appartient à V est égal à 1. Et les deux états-là sont des états rotationnels, J-1 et J+1. On n'a pas noté J est égal à la valeur de J. Pourquoi? Parce que la transition J vers J, c'est interdite. Donc ça, c'est l'état J. On va passer vers J-1, c'est la branche P, et vers J+1, c'est la branche R. Donc on va écrire l'état, l'énergie de chaque niveau et on fait la différence. Entre ce niveau-là, ce niveau, ça donne ça, l'énergie, c'est HC nu0 bar moins 2 HC B fois J. Et la branche R vous donne HC nu0 bar plus 2 HC B J plus 1. Alors, pour trouver ces valeurs-là, il faut remplacer E de V1 J plus 1 par sa valeur et le reste par leur valeur et vous faites la soustraction, vous trouvez ces deux valeurs-là. Alors, pour trouver les nombres d'ondes, il faut diviser par HC. On trouvera que le nombre d'ondes pour la branche P, c'est nu0 bar moins 2 BG. Et la branche R, vous avez nu0 bar plus 2 B fois J plus 1. D'accord? Seulement une remarque, pour la branche J est égale à 1, 2, 3, etc. Ce sont des entiers, mais à partir de 1. Par contre, pour la branche R, J peut prendre la valeur 0, 1, 2, ce sont des entiers naturels. Donc voilà le spectre calculé, spectre de rotation. Au milieu, la branche Q, c'est la branche normalement interdite, là, c'est la branche interdite. Donc on voit rien, il y a un vide. De ce côté-là, c'est la branche P, et de ce côté-là, c'est la branche R. Vous voyez que ça commence par 1, 2, 3, c'est la branche P. Et de ce côté-là, la branche R, ça commence à partir de J est égal à 0, 1, 2, 3, etc. Donc les valeurs croissantes, c'est vers la droite, c'est nu bar, nombre d'ondes. Donc les nombres d'ondes, voilà, sont écrites ici, nu0 bar moins 2bj. Et de l'autre côté, la branche R, c'est nu0 bar plus 2b, facteur de J plus 1. Alors à partir du spectre de rotation, on peut déterminer nu0 bar d'abord directement. Et puis on peut déterminer B, ça veut dire la distance ici c'est 4b. Et entre les raies là, vous avez 2b, 2b, 2b. Parce que chaque fois que vous en changez l'entier, ça veut dire toujours multiplié par 2b, de ce côté-là comme de ce côté-là. Alors, on peut déterminer B, on peut déterminer nu0 bar, ça veut dire la fréquence. À partir de la fréquence, on peut calculer la constante de force, d'accord, si on sait déjà la masse réduite. Et puis à partir de B, on peut calculer, on peut mesurer par exemple le moment d'inertie. À partir du moment d'inertie, on peut déterminer la distance interatomique. Voilà un spectre réel maintenant de HBR. Donc l'axe des abscisses est donné en énergie en électronvolts. Alors pour le convertir, il faut le transformer d'abord en joule et puis le diviser par HC. Et puis vous allez trouver en mètre moins 1 et puis qu'il faut après normalement convertir en centimètre moins 1. Alors là, c'est un autre spectre, c'est HCl. Alors, à chaque fois que vous allez mesurer HCl, les raies sont dédoublées. Pourquoi? Parce que dans la nature, il y a le chlore 37 et 35 avec des proportions 75% et 25% à peu près comme ça. C'est pour cela que quelques-uns sont plus intenses que d'autres. Donc, il y a question d'isotope. C'est pour cela que les raies sont dédoublées. On trouve au milieu la branche Q, voilà, Q branche. De ce côté-là, c'est branche et à droite, c'est R branche. Donc, sens croissant vers la droite, donc ça c'est directement dans centimètre moins 1. Donc on peut donner comme exercice, on va le voir en TD, on peut donner un spectre comme ça, et à partir de ce spectre, vous allez déterminer nu0 bar, la fréquence, à partir de laquelle on peut déterminer la constante de force, vous pouvez déterminer B, et puis à partir de B, on peut déterminer le moment d'inertie et puis la distance interatomique. Voilà, ça c'est un autre spectre, mais maintenant c'est pas de HCl, c'est DCl. Alors il est toujours dédoublé, mais dédoublé à cause du chlore, je pense. Et on sont très bien séparés dans ce cas-là, la résolution est meilleure par rapport à l'autre. Donc voilà. Donc on explique comment calculer les constantes sur un spectre de rotation.
Donc voilà, vous avez des données sur un certain nombre de gaz, de molécules. Alors pour HCl, on connaît la valeur de B et la distance interatomique, DCl, D c'est deutérium, ça veut dire c'est isotope d'hydrogène. Alors vous avez des valeurs, voilà, pour HCl et DCl, vous avez la valeur de B qui est normalement la moitié, c'est une grande différence. Distance interatomique reste à peu près la même. Il y a HBr, etc., DBr, d'autres des ions aussi, OH, NO, etc. Donc toutes ces données, on peut les utiliser pour reconstruire le spectre, si vous voulez. Une partie du spectre, pour quelle molécule là, c'est HBr. Voilà, d'autres spectres CO2, ça sont des molécules triatomiques, c'est-à-dire qu'il y a 3 atomes, c'est pas diatomique. Voilà les spectres. Toujours là, c'est le HCl dédoublé. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser, je pense, pour faire le calcul. Là, non, c'est pas celui-là. Là, vous avez l'axe abscisse en fréquence, ça veut dire nu. Ça veut dire il faut diviser par C pour trouver nu bar en mètre moins 1. Et puis convertir en centimètre moins 1 qu'il faut diviser, par 100. Là, j'ai l'impression que vous avez un dédoublement de deux spectres. Il y a deux parties, je pense. Donc, de quel C2H2. Donc là, j'ai pas entré de détails, je voulais donner des exemples, simplement pour simplifier les choses. Alors, l'intérêt du spectre de rotation-vibration, normalement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est déterminer la fréquence de vibration, le nombre d'ondes, nu 0 bar, et puis déterminer la constante de rotation B. Et à partir de cela, à partir de la fréquence, on peut calculer la constante de force. Et à partir de B, on peut calculer normalement le moment d'inertie et la distance interatomique. Donc, l'intérêt de cette spectroscopie, normalement, c'est déterminer le moment d'inertie et la constante de force, distance interatomique, je viens de le dire. Alors, un peu de théorie, c'est-à-dire, on va revenir maintenant sur la vibration. Donc, on a des problèmes, donc on a rencontré des problèmes sur la théorie de oscillateur harmonique. On sait que si on apporte une énergie suffisante, mais pas infinie, c'est-à-dire la molécule peut, normalement, diatomique, peut être cassée. À partir de ça veut dire on peut exciter l'atome indéfiniment, ce qui n'est pas possible. Et puis sur le côté gauche, c'est-à-dire sur la vibration R minimale, sur les variations de la distance interatomique, peut atteindre 0. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, on propose une autre chose, c'est-à-dire pour l'oscillateur harmonique, ça va normalement, on va laisser tomber. On va passer maintenant à la place de l'oscillateur harmonique, on va proposer maintenant, donc normalement, la courbe de Morse. Donc voilà, sur la partie gauche, vous avez vers le haut, là, la partie elle est totalement parallèle à l'axe des Y, c'est-à-dire verticale. Voilà, en pointillé, c'est l'oscillateur harmonique. En bleu, c'est la courbe de Morse. Et sur le côté sur droite, il y a une asymptote, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà d'une certaine valeur. Au-delà de cette valeur, on va casser la molécule. Hein. D'accord. Donc, en dessous de R, pour des rayons, les oscillations au-dessous de R, la distance interatomique moyenne, on va avoir la répulsion atomique. Et au-delà de cette distance-là, on va avoir dissociation. Voilà une autre présentation, c'est-à-dire stabilité en dessous, déstabilisation au-dessus. Donc ça, c'est à l'heure de la courbe de Morse. Donc avec des niveaux d'énergie. Voilà. Sur celle-là, c'est très bien dit. Voilà, l'oscillateur harmonique avec des distances qui sont de même valeur, h nu 0. Et puis la règle de section delta V doit être égale à 1. Ça veut dire qu'il ne faut pas passer d'un niveau vers un autre niveau très loin. Ça veut dire c'est celui qui est consécutif. Alors pour la courbe de Morse, déjà, ce n'est pas le cas parce que les distances ne sont pas les mêmes. Plus on augmente en excitation, c'est-à-dire les distances se rapprochent. Et c'est-à-dire on peut avoir plusieurs transitions à plusieurs quantas, c'est-à-dire à plusieurs états. On peut passer à des états supérieurs.
à celle qui est juste à côté. Alors voilà, comparaison entre l'oscillateur harmonique en vert et la cour de Morse en bleu. Donc la cour de Morse nous répond à certains problèmes que nous avons rencontrés avec l'oscillateur harmonique. D'accord? Voilà aussi bien expliqué aussi. Seulement, il y a une chose très importante dans ce diapo-là, c'est que pour l'oscillateur harmonique, les états d'énergie s'écrivent. Ça, c'est H nu 0, ça, nu 0, avec une euh, signe au-dessus. Donc là, c'est H nu, facteur de V plus 1,5. Ça, c'est les états vibrationnels de l'oscillateur harmonique. Alors maintenant, pour la cour de Morse, on n'a pas la même écriture. Alors, ce sont des états qui sont pas distantes, mais vous avez H nu, facteur de V plus 1,5, comme dans le cas de l'oscillateur harmonique, moins maintenant H nu fois xi. Je ne sais pas la valeur de xi, peut-être qu'il faut chercher. Facteur de V plus 1,5 au carré. Donc voilà la nouvelle écriture des états vibrationnels pour la cour de Morse. Donc j'ai ajouté à cela, c'est que normalement, pour l'oscillateur harmonique delta V doit être, ça veut dire de 0 on peut passer que vers 1, alors que dans ce cas-là, delta V peut prendre de 0 jusqu'à 1, 2, 3, ça dépend de l'énergie qu'il va recevoir. Maintenant, une chose très importante, donc application de l'infrarouge à détermination des diverses fonctions. Donc maintenant, nous allons chercher les fonctions, surtout dans les produits organiques. Alors, pour des vibrations, bien sûr, pour reconnaître la présence d'une fonction, il faut voir certaines positions dans le spectre infrarouge, surtout d'au moins, ça veut dire vibrationnel. Donc, les éléments qui peuvent agir sur la position, il y a la constante de force, donc l'environnement électronique des atomes, c'est-à-dire l'électronégativité, ce qui va augmenter le moment dipolaire. Chaque groupement fonctionnel aura-t-il une fréquence bien caractéristique, même si vous changez normalement la molécule. D'accord? Alors voilà, je commence par la liaison CH tétraédrique, c'est-à-dire pour les alcanes. On trouve un ensemble de raies, c'est normalement une série très intense vers 3000 cm-1. Donc on peut le reconnaître quand on le voit sur un spectre par transmission. Vous voyez là, c'est T. Donc autour de 3000. C'est à partir de 1800, 3000. Alors maintenant, voilà des spectres réels. On le voit ici, 3000, 3000, 3000, mais c'est pas très intense, mais 3000 sont des alcanes, une partie des alcanes, voilà. Alors voilà, une partie des alcanes, 3000. Donc toutes ces parties du spectre, c'est CH tétraédrique. Maintenant, CH, les alcènes, les CH trigonales. Trigonales, ça veut dire des carbones qui ont double liaison avec d'autres carbones. Et puis le CH qui est lié avec ces carbones-là sont des tétragonales. Donc ce qui donne celui-là, celui-là et celui-là vont donner normalement des pics à 3100 cm-1 qui est très mince. Donc celui-là c'est CH tétragonal et celui-là c'est CH trigonal. Et là en plus on voit vers 1600 le CC double liaison. Voilà, ça c'est, si on trouve celui-là, on doit trouver aussi celui-là. Ça c'est CH trigonal et ça c'est CC double liaison pour les alcènes. Alors quelques spectres pour voir cela, ça c'est les alcanes, il y a absence de CC double liaison. Alors là, il y a une CC double liaison, voilà, CC double liaison vers 1600 cm-1. Et là, on voit le CH tétragonal, parce que vous avez des liaisons tétragonales ici, sur ce carbone-là. Alors, vous voyez ici, c'est très mince, normalement, c'est CH trigonal. On le voit aussi ici, voilà, ça c'est CC double liaison, et là, c'est CH trigonal. Maintenant, on va parler des alcools, voilà. Pour les alcools, il y a une chose, ça dépend de la concentration. Vous devez avoir des liaisons hydrogènes entre l'oxygène et l'hydrogène des autres molécules d'alcool.
c'est-à-dire on va avoir, disons, ce qui donne cette bosse ici entre 3100 et 3400 cm moins 1 à peu près. Alors, ça, ce qu'on appelle OH lié. Et celui-là, à côté, c'est très mince, c'est OH libre. Donc, parfois, on a trois catégories. On peut voir un spectre sur lequel il y a l'absence de celui, ça veut dire OH libre. Il n'y a que OH lié, ça veut dire que la bosse. On peut trouver les deux, comme dans ce cas-là, ou bien que le mince, ça veut dire lié, le OH libre et absence de OH lié. Ça dépend des cas. Donc on va voir quand est-ce qu'on va voir celui-là. Alors on va voir le spectre, on voit très bien, c'est très joli cette bosse-là. Donc il y a absence maintenant de CH, de OH libre. Il n'y a que OH lié. Donc, quand est-ce qu'on a disparition de OH libre? Lorsque vous avez un alcool qui est très concentré. Ça veut dire on n'arrive pas à voir, ça veut dire toutes les OH sont liées par des liaisons d'hydrogène avec d'autres molécules. On ne voit pas OH libre. Là, on le voit tous les deux. Ça veut dire il y a peu concentré, c'est-à-dire c'est un alcool qui est peu concentré. Vous avez la bosse de OH lié et l'arrêt mince de OH libre. D'accord? Donc là, on est en train d'expliquer ce que je viens de dire, c'est-à-dire, donc vous allez le lire attentivement. Par contre, celui-là explique très bien. Regardez, sur ce spectre-là, on voit CH tétragonal pour les alcanes. Là, vous voyez OH lié. OH lié. On ne voit pas OH libre. Pourquoi? Parce que là, c'est très concentré, donc liquide pur. Il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire, tous les OH sont liés. Alors, regardez maintenant, il y a les deux. Ça veut dire solution diluée, où il y a un peu d'eau. Ça veut dire n'est pas très concentré. On trouve toujours présence de CH tétra et les deux bondes. Ça veut dire c'est la bosse de OH lié et OH libre. Par contre, sur le dernier, ici, il n'y a que OH libre. OH lié n'existe pas. Là, c'est une solution très diluée. Il y a beaucoup d'eau et ça peut être aussi gazeuse. Ça veut dire dans les gaz, on ne voit pas la bosse. D'accord? Alors maintenant, on passe aux aldéhydes et aux cétones. Donc celui-là, c'est un cétone et là, c'est un aldéhyde. Donc propanal, aldéhyde, normalement, il a une particularité, c'est-à-dire vous avez un CH, CO liaison avec un CH. Ce H-là vous donne une vibration vers, normalement, cette vibration, c'est normalement autour de 2900 cm3. Très mince. À côté de CH tétra. Donc très mince, donc là c'est CH normalement de l'aldéhyde. Ça c'est un aldéhyde. Donc CO, de CO. Par contre pour le cétone, il n'y a pas le H. Donc celui-là normalement on dit que cette partie disparaît dans le propanal. Dans celui-là on ne trouve pas ce pic-là. Par contre pour les deux on trouve celui-là. Celui-là, c'est quoi? Ce CO, c'est le groupe carbonyle. On l'appelle groupe carbonyle, CO de liaison. C'est vers 1750-1700 cm/1. Mais attention, tout à l'heure, CC de liaison, on l'a trouvé à côté ici. D'accord? D'accord? Donc, on a à côté, c'est 1600 cm/1, vous avez CC de liaison. Là, 1700, 1750, vous avez CO de liaison. D'accord? Là, vous avez CH, aldéhyde, ça veut dire CO, le HCH de CO. Vous avez qui vous donne une bande très mince vers 2900 cm/1. Donc voilà, on regarde. Toujours là, c'est un spectre de comparaison. On voit un alcane. Donc là, vous avez, voilà, CH, ça c'est un aldéhyde. Vous avez le CH de CO de liaison. Voilà, il est là. Et vous avez CO de liaison, ça veut dire le carbonyle. Le carbonyle et celui-là, ça veut dire pour les aldéhydes, il faut trouver les deux. Alors ici, il y a disparition de ce pic-là, ça veut dire que c'est pas un aldéhyde. Donc celui-là, c'est un cétone. Donc vous avez CO de liaison, on le trouve, voilà, c'est vers 1700 cm-1. Il y a disparition de ce pic masse-là vers 2900, ça veut dire que c'est pas un aldéhyde, c'est un cétone. Donc cétone et aldéhyde, il y a des choses en commun, ils ont quelque chose en commun, ça veut dire le CO de liaison.
Là, on les trouve tous les deux, ça veut dire le CH de CO double liaison, ça veut dire l'aldéhyde, et puis le CO double liaison, ça veut dire le groupe carbonyl, vers 1700 cm-1. Là, il y a disparition de ce pic, ça veut dire que c'est un cétone, c'est pas un aldéhyde. Alors, pour les acides carboxyliques, normalement, il y a le OH comme les alcools et vous avez CO double liaison. Donc ça, c'est un acide carboxylique. Alors, pour le reste ici, les radicaux que vous avez ici, c'est un CH tétra, on le trouve ici, mais à l'intérieur d'une bosse très très large de OH liés, mais maintenant très large par rapport aux alcools. Donc, caractéristique des groupes carboxyliques, vous avez cette bande qui est très large. Et au milieu, vous avez quelque chose qui va sortir. Normalement, c'est la bande, la transition de CH tétragonale. Donc, cette bosse, ça va entre 2500 et 2000 et 3500 à peu près. Donc là, vous avez CO2 liaison, le groupe carbonyl, on trouve toujours donc pour les acides carboxyliques. Alors on voit très bien, voilà la bosse qui est très large entre 2500 et 3500 et au milieu, il y a la bande de CH tétra qui va sortir. Donc celui-là, c'est un... Et puis vous avez CO2 liaison, ça veut dire le groupe carbonyl. Là, c'est un acide carboxylique. Là aussi, c'est un acide carboxylique, mais moins intense ici, mais ça se voit, avec la bande très large et très intense de CO2 liaison. Là, c'est un alcane. Alors regardez, là, c'est très caractéristique. Vous avez le OH, c'est comme le groupe, ça veut dire l'acide carboxylique, mais c'est pas un acide, parce que CO2 liaison est très très loin de OH. Alors le CO2 liaison, on le trouve ici vers 1700 cm-1. Le OH, comme l'alcool, on le trouve ici. Donc on trouve la bosse de l'alcool, le CO2 liaison. Donc celui-là, c'est pas normalement un acide carboxylique. Alors il nous reste maintenant les amines. Il y a le primaire et secondaire. Le primaire, ça veut dire un seul radical. Et le secondaire, vous avez deux radicaux. Alors pour le primaire, vous avez deux H, ça veut dire celui-là qui donne deux pics l'un à côté de l'autre. Celui-là, c'est antisymétrique, le plus intense, ça veut dire le plus énergétique. Alors, le moins énergétique, c'est symétrique. Donc, il y a, alors, quand on a deux, ça c'est le primaire. Le secondaire, ça veut dire reste OH, NH, une seule liaison, ça veut dire on trouve un seul pic ici. Donc voilà les amines normalement secondaires, les amines, un amine normalement primaire. Donc là, un tableau d'un certain nombre de vibrations, de liaisons. Là, c'est un résumé qui résume l'ensemble de bandes que nous avons normalement résumé tout à l'heure, en donnant ici certaines formes de composés organiques. Alors, vous avez les alcools avec un OH, un radical avec OH. Les acides carboxyliques, vous avez normalement CO liaison COH. Et puis les esters, vous avez normalement CO liaison O R prime R. Ça, c'est un ester. Alors, aldéhyde, c'est CO liaison H avec un radical. Cétone, c'est RR prime CO double liaison. Donc, vous avez les alcanes, les alcènes, double liaison, et les alcynes, triple liaison. Donc, les amides, ça veut dire qu'il faut avoir CO double liaison avec un azote. Et là, vous avez que les azotes primaires et secondaires. Secondaire, ça veut dire qu'il y a seulement un seul H primaire, vous avez deux H. Ça primaire, ça veut dire un seul H. Donc voilà, un seul radical, ça c'est un radical, c'est normalement primaire, deux radicaux, c'est secondaire. Alors on trouve toutes les bandes ici, donc il suffit de revenir sur les formes que je vous ai données tout à l'heure pour les revoir. Donc là c'est porter la main, vous avez un tableau ici, différentes normalement fonctions avec les noms correspondants. Là, vous avez quelques spectres réels. Par transmission, regardez transmittance, pourcentage. Donc, normalement, sur ces spectres-là, celui-là, c'est vanilline. Donc, il faut attribuer ces bandes-là que j'ai pas fait. Donc, il faut chercher chacune de ces bandes-là, de les trouver. Donc, là, par exemple, vous avez CH3, on trouve vers 3000, on doit avoir le H tétra ici.
et puis etc., etc. Vous avez CO doublaison, vous avez quelque chose vers 1700 cm-1, il est là, et ainsi de suite. Donc là, on trouve par exemple, là c'est un, normalement, 6 molécules sur laquelle c'est comme dans le groupe carbonyle, on trouve ici, voilà, plus important. Là vous avez le CH tétra, et voilà, CH tétra, et là vous avez deux choses, CH tétra et CH trigonal, parce que vous avez double liaison ici, vous voyez. Et là, vous avez normalement une bande CC double liaison. Voilà, CC, c'est 1600 à peu près 50. CC double liaison. CC. Il n'y a pas CO. CO, ça doit être ici. On n'a pas CO ici. Et bien ainsi de suite. Voilà, CC, CC triple liaison. Ça veut dire, vous devez l'avoir ici, 2100. Là, CH. Hybridation SP1. La CH tétra, ça veut dire hybridation SP3. D'accord? Donc voilà, tout ça sont des exemples. Des molécules, vous avez un alcène ici. Donc on trouvait ces pseudo-liaisons et CH SP2, voilà. Et ainsi de suite. Donc là, ce sont des exemples à voir. C'est pas la peine de. C'est très important ici. Vous avez un OH comme un alcool, c'est-à-dire pourquoi on trouve pas la bosse? On trouve pas la bosse ici entre 3100 et 3400, on a 3500. Pourquoi on trouve pas la bosse? Parce que la molécule elle est volumineuse. Les OH n'arrivent pas à se coller l'une sur l'autre. C'est-à-dire il n'y a que OH libre, il n'y a pas de OH lié. Donc, dans cette molécule, la seule explication qu'on peut donner. Alors que là, c'est un OH libre, ça veut dire lié. Pourquoi on ne trouve pas le OH libre? Peut-être sans doute c'est la concentration élevée de cette solution. Là, c'est un acide carboxylique. On voit la forme avec le CH tétra qui va sortir de la bosse, donc avec CO2 liaison. Donc ça, c'est un acide carboxylique, on le voit ici. Donc voilà, ça c'est un amine qui est normalement secondaire avec un seul pic et un amine primaire avec deux pics parce que deux H, celui-là antisymétrique, celui-là symétrique et ainsi de suite. Donc là, pourquoi vous avez deux CO2 liaisons? Parce qu'ils ne sont pas tout à fait, ils vibrent pas de la même façon. C'est pour cela qu'on trouve antisymétrique plus énergétique que le symétrique nu. Tous les deux pics sont correspondants au groupe carbonyle CO2 liaison. Vous avez une série de CO2 liaisons de plusieurs molécules avec les positions exactes. Donc là, toujours des spectres, vous pouvez trouver sur la littérature une multitude de gens. On peut choisir quelques-uns et vous le proposer dans des exercices. Là, ça c'est OH lié, on le voit. Pourquoi on ne voit pas OH libre? Parce que c'est très concentré. Ce CH tétragonal, ça veut dire OSP3, et ainsi de suite. Donc voilà, plusieurs spectres. On peut trouver plusieurs spectres. Conclusion. Donc, une méthode d'analyse infrarouge très importante, non destructive. Ça veut dire le produit on peut utiliser après. Euh, Permet d'analyser normalement des produits organiques, surtout organiques. Euh, et puis quelques matériaux non organiques. Donc grande diversité de montage expérimental, c'est-à-dire on peut carrément maintenant on est arrivé à un stade technologique où on peut voir plusieurs. D'habitude on avait normalement que par transmission sur le KBR, on utilisait le KBR, voilà. Ça veut dire passer du KBR dans laquelle on met notre produit sous forme de poudre et puis on pastille, on mélange avec un mortier et puis on pastille pour faire prendre le spectre par transmission. Maintenant on le fait plus parce que vous pouvez le faire, ça veut dire avec les méthodes par réflexion, c'est très facile en gardant le produit, alors que si vous utilisez le KBR, le produit est perdu, et ainsi de suite. Donc je suppose que vous avez normalement appris beaucoup de choses. Vous n'avez qu'à revenir sur les détails sur ce cours-là. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter. Donc merci beaucoup pour votre attention et, et normalement au prochain cours.